Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Caillou News. Et pour commencer cette semaine, j'ai quelque chose à vous dire, mais c'est pas très réjouissant. Je pense que vous l'avez vu, j'ai fait un post sur YouTube et si vous me suivez sur Instagram, eh bien vous l'avez forcément vu. Je n'ai plus de compte Instagram depuis un peu plus de 2 semaines maintenant. Je me suis fait désactiver par Instagram. Alors, j'ai pas fait grand chose, mais je me suis fait pirater un compte personnel inactif et Instagram a jugé que celui-ci était associé au compte Caillou et a donc désactivé le compte Caillou. Yeah! Woo! Donc voilà, c'est un peu embêtant pour moi, c'est un euphémisme de le dire puisque c'est évidemment une énorme partie de mon travail d'être sur Instagram. D'ailleurs ça me permet aussi de communiquer avec vous. Si vous avez des messages à m'envoyer, n'hésitez pas à passer par le serveur Discord. Je sais que c'est un peu plus galère pour certains, mais bon, j'ai pas trop d'autres alternatives pour l'instant. Vous pouvez aussi mettre des messages en commentaire, j'essaie de répondre à tout mais des fois je ne peux pas. Donc voilà, en espérant que ça se résout très bientôt, je pense qu'il va pas y avoir trop de problèmes pour récupérer le compte. Le problème c'est dans combien de temps, puisqu'évidemment je passe par le support méta qui est évidemment très opaque. Mais bref, sans plus attendre, on va passer aux news de la semaine. Et cette semaine, on a pas mal de choses à vous annoncer, entre grosses restructurations, voire petits séismes dans les instances dirigeantes du monde de l'escalade et des 9 à bloc en pagaille. Bref, on est parti. News numéro 1, et on commence par du très lourd. Aujourd'hui, gros séisme au niveau de l'escalade internationale, puisque l'IFSC, la fédération internationale qui régit notamment le circuit de coupe et de championnat du monde, n'existe plus. Quoi? Non mais attends, mais c'est catastrophique, mais qu'est-ce qu'on va devenir? Qui va gérer les compétitions? Qui va faire les plannings? Qui va nous empêcher de se faire bouffer par les Japonais? Ah non mais la fédération existe encore, il change juste de logo et de nom, ça devient World Climbing. Ah, donc on va pas se faire bouffer par les Japonais. Et oui, à partir de maintenant, l'IFSC devient World Climbing, un nom dérivé du slogan Get the World Climbing, autrement dit, faites grimper le monde. Alors ok, jusque-là d'accord, mais quelqu'un leur a dit pour l'acronyme ou pas? Bonsoir à tous et bienvenue. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de vous dévoiler, après des années de travail, de recherche et de collaboration, la toute nouvelle identité graphique de la fédération. On n'est pas déçus, hein? Bref, blague à part, la Fédération Internationale a donc dévoilé un tout nouveau logo dont je vous laisserai m'indiquer ce que vous en pensez en commentaire. Une nouvelle identité, un nouveau site, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien selon Marcos Colaris, président de la Fédération, je cite, « Avec World Climbing, nous ne faisons pas que changer de nom, nous promouvons une identité mondiale qui reflète nos principes d'inclusivité, d'adaptabilité, de responsabilité et d'aventure. » Bernardino, est-ce que tu peux me traduire ça? Bien sûr, module de traduction de langage de politicien activé. Traduction. Avec World Climbing, nous ne faisons que changer de nom. Et ça nous a coûté énormément de thunes. C'est bien ce que je pensais. Enfin, ce rebranding, bien qu'il n'ait factuellement aucun impact, s'inscrit dans la grosse dynamique actuelle de l'escalade. Entre arrivée aux Jeux Olympiques, explosion de la popularité du sport en amateur, création de plus en plus de nouveaux formats et de nouvelles règles qui rendent caduque chaque tuto compétition que j'essaie d'écrire depuis 2 ans, l'escalade est un sport mouvant qui se transforme perpétuellement depuis plusieurs années. Alors ça va avec son lot d'échecs, comme la diffusion du circuit en Europe qui est très moyenne, des systèmes de points pas toujours très clairs et certains formats comme la IFSC Nation Grand Final qui calent au démarrage. Mais bon, au moins on sent que la fédération est au courant de la dynamique et sait qu'il faut établir de bonnes bases avant de se développer dessus. C'est clairement pas encore gagné et ce rebranding n'est qu'un jalon symbolique du projet, mais qui sait, avec le temps, peut-être que cette nouvelle identité s'inscrira dans les mémoires et c'est bien tout ce qu'on lui demande. News numéro 2, est-ce que ça vous dit de se faire du mal tous ensemble aujourd'hui? Eh bien pour ça, j'ai une question assez simple, quel âge avez-vous? 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans? Ok, très bien, super. Et surtout, vous enchaînez quelle cotation maximale? 5B, 6C, 7B, allez, 8 pour quelques-uns? Eh bien tout ça ce n'est rien face à Kwon Gae-hoon, 12 ans, qui a répété il y a 2 semaines l'emblématique Eravela 9A sur le site de Margalef en Espagne, marquant ainsi sa première ascension à ce niveau. Alors un 9A à 12 ans, c'est dingue, c'est un record féminin, mais c'est pas un record tout genre confondu. En effet, même si les données sont peut-être incomplètes, plusieurs autres prodiges ont déjà inscrit leur marque au niveau ou encore plus haut que Kwon. Parmi eux, le grimpeur chilien Leo Sea qui semble détenir la palme du plus jeune 9A enchaîné avec Techno King au Chili en 2024 à seulement 11 ans et qui a d'ailleurs récemment répété triptyque tonique 9A dans les Gorges du Loup et Victimas Perez 9A à Margalef. Avec lui, on citera aussi le français Théo Blas qui était devenu en 2022 le plus jeune grimpeur dans le 9e degré à 12 ans et 9 mois après son enchaînement de triptyque tonique près de Nice. Et voir tous ces mutants, eh bien ça m'a donné une idée, celle de quantifier le caractère exceptionnel d'une ascension en fonction de l'âge. C'est donc pour ça que j'ai créé l'indice Êtes-vous exceptionnel, autrement appelé l'indice Eve.
Alors pour calculer votre indice F, c'est très simple. En fait, je prends en compte votre âge et votre cotation maximale enchaînée. Je traduis la cotation en indice intermédiaire avec cette formule. Je ne rentre pas dans le détail, mais en gros, ça me donne une échelle de points par cotation qu'on laisse de côté pour l'instant. Maintenant, je crée un modèle pour valoriser les âges extrêmes qui prend en compte à la fois le poids de l'âge standard où on considère que la perf est neutre et la largeur de la zone neutre où je considère que c'est moins exceptionnel d'enchaîner à la cotation. Maintenant, vous remplissez votre âge, vous calculez la formule et vous multipliez le résultat avec les points de votre cotation maximale et ça vous donne votre indice EV. Et là, je vous entends me dire, mais Miguel, t'abuses, la formule elle est hyper compliquée, bien sûr qu'on va jamais réussir à calculer ça tout seul. Mais ça, c'est sans compter que je suis fou. Et oui, car dans un but d'équité de dépression, pour que je ne sois pas le seul à me rendre compte que je suis incroyablement normal, j'ai mis en place un site sur lequel vous pouvez calculer automatiquement votre indice EV et vous pourrez trouver le lien en description. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre votre score en commentaire, qu'on sache qui est le plus exceptionnel d'entre nous, mais spoiler alert, pas sûr qu'on soit très exceptionnel. News numéro 3, il y a 2 semaines, le japonais Ryuichi Murai a enchaîné le 9 à bloc Return of the Sleepwalker. Alors des ascensions de 9 à bloc, on en parle maintenant chaque semaine, mais celle-ci a de quoi se démarquer, car en plus de devenir le 5e répétiteur du bloc, Ryuichi devient surtout le premier japonais dans le 9 à bloc, une performance comme une anomalie alors qu'on parle souvent du Japon comme la meilleure nation d'escalade au monde. Mais si c'est extrêmement vrai en compétition, eh bien ça l'est un peu moins sur rocher. Car même si au long de l'histoire le pays a compté nombre de grimpeurs de très haut niveau dans le domaine comme Yuji Hirayama, Daiko Yamada ou Sachi Hama, les japonais sont toujours restés légèrement en retrait du plus haut niveau des disciplines extérieures. Et encore une fois, avec la libération du premier 9 à plus bloc quelques jours avant l'enchaînement de Ryuichi, le cas se répète. Mais en bloc, il y a de fortes chances pour que ça s'inverse à l'avenir. En effet, depuis quelques années, nombre de japonais semblent se mettre activement à la discipline en extérieur, avec notamment beaucoup de tauliers de l'équipe compétitive comme Kokoro Fuji ou Tomoa Narasaki qui se mettent à voyager de plus en plus. En témoignent les nombreux récents allers-retours japonais sur Burden of Dreams, le premier 9 à bloc en Finlande. D'ailleurs, dans la suite de cette dynamique, même Sorato Enraku, le prodige ultime du pays, déjà auréolé de plus de 20 médailles en Coupe du Monde à seulement 19 ans, a fait une sortie remarquée sur le caillou pour sa première fois depuis 7 ans, avec à la clé un 8B+ bloc. Du coup moi, quand j'ai vu ça, pas con, j'ai élaboré un plan, j'ai pris mes billets pour la Finlande en 2032, d'ici là je mets plus les pieds sur un site de bloc, et le 17 décembre 2032, je tente un flash de Burden of Dreams. Bah ouais mais les gars, faut se donner les moyens de réussir aussi, et ouais. Enfin bref, le Japon est déjà un grand, très grand pays d'escalade, et si ça vous énerve, je vous conseille d'hiberner un peu plus longtemps encore que jusqu'en 2032, parce que ce n'est pas parti pour s'arrêter. News numéro 4, il y a encore 3 jours, je bouclais mon texte de ce Caillou News avec une news à propos de la démission d'Alain Carrière, président de la Fédération Française d'Escalade, la FFME, un petit séisme assez inattendu, mais sans grandes conséquences apparentes, si ce n'est une probable passation de pouvoir à sa secrétaire Sandra Berger. Jusqu'à présent, la présidence d'Alain s'était faite relativement sans histoire, alternant belle réussites comme l'augmentation du nombre de licenciés en France ou la sélection olympique du para-escalade aux Jeux de Los Angeles 2028 et dossiers sensibles comme le déconventionnement des falaises ou l'ouverture imminente de la salle fédérale Karma La Villette à Paris. Jusque là rien d'exceptionnel donc, mais ça c'était avant lundi soir. C'est le moment choisi par le site d'actualité d'escalade Vertige Media pour lancer une bombe, la révélation d'une agression sexuelle qui aurait eu lieu au sein de l'équipe de France d'escalade à l'été 2024. La grimpeuse, anonymisée sous le nom d'Emma, jeune prometteuse de l'équipe de France, se serait faite attoucher pendant son sommeil et sans son consentement par un autre membre de l'équipe de France, un événement dont elle avait déjà été victime en 2023 par cette même personne. Depuis, Emma aura connu un long procédé judiciaire qui n'aura pas abouti avant de finalement envoyer en ce début décembre un email incendiaire à tous les membres de la fédération pointant lourdement leur rôle dans cette affaire et notamment celui d'Alain Carrière. Alors d'ailleurs, avant de continuer, après avoir contacté Vertige Media, il n'y a vraisemblablement aucun rapport avec la démission d'Alain Carrière. Voilà, c'est vraiment juste une pure coïncidence. Pourtant, avant d'avoir recours à cet email incendiaire, Emma décrivait le suivi et l'accompagnement de la référente VHSS de la fédération comme exemplaire, mais c'est bien le suivi judiciaire qui va s'avérer problématique. Alors qu'en mai 2025, Emma ressasse évidemment toujours cette affaire, elle finit par craquer, se confie à la fédération et le directeur technique national est prévenu. Il saisit la justice, mais un premier passage devant la commission de discipline statue crûment sur une non-capacité de cette commission à examiner le dossier. L'événement s'étant produit pendant la nuit entre 2 jours de compétition, impliquant que ce qui se passe la nuit ne serait pas du ressort de la fédération. Sauf que cet argument omet le paragraphe suivant du règlement en question qui stipule qu'en cas de violence sexuelle, la commission est en parfaite mesure de juger l'affaire.
En interne, le verdict étonne, évidemment, Alain Carrière veut faire appel, sauf que selon lui, il reçoit des conseils contraires, et ce n'est qu'après une longue période de réflexion qui plongera Emma dans le doute, qu'il finit tout de même par faire appel. En appel, la justice reconnaît finalement la capacité de la commission à juger l'affaire, mais statue qu'aucun élément ne permet d'établir que X aurait outrepassé le consentement de Madame X. Autrement dit, comme dans de nombreux autres VHSS, la commission ne prend pas la responsabilité de juger du caractère du consentement, et ce malgré de nombreux témoignages de proches d'Emma. Le jugement est donc rendu, et puis plus rien. Pas de sanction, si ce n'est un éloignement mutuel de l'agresseur présumé et de l'agressé, organisé directement par ses coachs, ce à quoi Emma précisera que c'était même souvent elle qui se mettait de son plein gré en retrait. Elle fustige donc la fédération, et notamment Alain Carrière, qui par ce rôle de président, cristallise cette inaction. Une inaction symptomatique d'un système juridique qui, face aux violences sexuelles, botte encore trop souvent en touche, et face auquel personne ne semble réellement vouloir se mouiller, car si bien sûr la fédération n'a aucune obligation légale de contredire cette décision de justice, c'est oublier que derrière cette affaire classée se cache une personne qui, elle, ne l'oubliera jamais. News numéro 5, j'ai donc déjà réécrit ma dernière news lundi soir, et devinez ce que j'ai fait mardi? Eh bien j'en ai réécrit une autre, et oui, car ce début de semaine c'était également le moment choisi par Zach Gaia, fort bloqueur américain, pour enchaîner non pas un, mais 2 blocs côté 9A en moins de 48 heures. D'abord, c'est au terme d'une énorme bataille mentale que le jeune américain s'offrira la répétition de Shaolin 9A avant de se libérer de tous ses poids et d'enchaîner 2 jours plus tard Return of the Sleepwalker, l'autre 9A de Red Rocks dans le Nevada. Alors évidemment 2 9A blocs, ce qui était il y a encore un mois la plus haute cotation au monde, avec si peu d'écart, c'est du jamais vu, et c'est surtout permis par la proximité géographique des 2 blocs, mais en plus de ça il s'agit là pour Zach de ses 2 premiers blocs dans la cotation. Ceci étant, Zach ne vient pas de nulle part et est déjà l'un des bloqueurs américains les plus en vue, avec à son palmarès 4-8C+, et 14-8C, autant vous dire que le 9A était la prochaine marche logique, Zach aura simplement sauté directement sur la deuxième. Et dans le reste des news, Manu Cornu, l'un des plus gros palmarès du blog français, vient de sortir une vidéo assez étonnante sur sa chaîne YouTube, un clip musical sous la forme d'un rap qui retrace sa carrière en tant que grimpeur. Alors sur le rap en soi, pas énormément de choses à vous dire, vous aimez ou vous n'aimez pas, et d'ailleurs le meilleur moyen de le savoir, c'est de vous mettre un petit extrait. Sourcils levés sur la touche, c'est mon plus beau selfie. En vrai pour rien au monde, je voudrais changer cette vie. Comme si c'était hier, je me revois à Bercy. Je me revois à Chongqing, à Moscou, je me revois à Massy. Attends, ne crois pas que c'est fini. Il me reste encore à écrire quelques pages de mon livre. Parfois j'ai failli perdre la tête. Bref, un son qui m'aura ravi les oreilles, et qu'on aime ou pas, c'est toujours un plaisir de voir les athlètes enrichir le monde de l'escalade par des performances créatives en plus de leur carrière sportive. Et vous savez, moi ce genre de création, ça m'inspire. Bientôt 4 ans que je vous écris les news d'hier et d'aujourd'hui, des petits récits de qu'est-ce qui se passe du loin d'ici, mais depuis 4 ans, je vous ai menti. Car la vérité c'est que je tiens pas les arquets, que la gomme me fait souffrir, que sur les blocs j'ai pas d'avenir. À la salle je caresse les starts avec les mains et les tops avec les yeux. À la falaise je trempe des jambes et je clip dès que je peux. Je passe ma vie dans un jogging qui n'a jamais connu la sueur, si ce n'est celle de sortir l'épisode à l'heure. Je suis pas un athlète, j'ai qu'une tablette, elle est graphique et statistique. J'ai pas les cannes pour les jeter, alors je couche mes lettres sur le papier. Car malgré tout ça, je reste un homme fier, j'ai pas le profil pour le dévers, mais le talent d'écrire en vers. Mes incrustations fond vert rappellent Jacob Schubert d'Adobe Premiere. Quand je me déguise, je disparais, fondu dans un autre, j'oublie ma fraude et je m'exprime à la lumière d'un stream. News après news, le rythme est rude, mais on endure, à 6 terras sur le disque dur, 200 vidéos, 5 styles de miniatures, mais toujours le même tempo, la même allure. J'ai pas lu gagner au facile, mais le alt-tab subtil. Je travaille en free solo, sans sauvegarder, en lolotte sur mon clavier, je suis un monteur en 9C. 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 Et toujours dans le reste des news, vous le savez, les parcs nationaux américains ont toujours été une terre d'escalade de choix, que ce soit le Rocky Mountain National Park, Zion, le Grand Canyon et bien évidemment la mythique vallée du Yosemite. Des terres qui résonnent comme un pèlerinage dans l'esprit des grimpeurs, mais à partir du 1er janvier 2026, eh bien ce pèlerinage risque de coûter bien plus cher aux ressortissants non américains.
En effet, le DOI, département de l'intérieur américain, a annoncé qu'à partir de l'année prochaine, une surtaxe de 100 $ sera appliquée au coût d'entrée dans 11 parcs nationaux américains à toute personne étrangère au territoire. Plus précisément, jusqu'à présent, pour rentrer dans un parc national, vous pouvez soit utiliser le pass annuel America's Beautiful qui coûte 80 $, soit payer votre entrée directement, ce qui se situe aux alentours de 20 $ pour une personne sans véhicule. Et bien maintenant pour les non-américains, ce pass passera au prix de 250 € et la place simple subira la taxe de 100 € précédemment citée, soit un tarif hors norme qui devrait condamner de nombreux grimpeurs étrangers à revoir leur velléité de projet dans les différents parcs nationaux. Une mesure qui a pour but de revaloriser le budget du National Park Service, largement amputé depuis le début d'année par le gouvernement américain et qui compte désormais combler l'addition sur les visiteurs étrangers au risque de perdre une grande partie de sa clientèle. Et voilà, c'est tout pour les news et maintenant on passe aux croix de la semaine. Et on commence ces croix en restant du côté du Yosemite aux États-Unis, cette fois-ci pour une très belle croix avec l'ascension de Magic Line 8C+ Trad par l'italien Pietro Vidi. Encore une grosse perf de la part de l'italien de 25 ans avec l'une des voies d'escalade traditionnelles les plus difficiles et les plus iconiques au monde. En effet ouverte par Ron Coke en 1996 avec des équipements déjà positionnés, c'est son propre fils Lonnie Coke qui l'avait libéré en 2018. Pour Pietro, il s'agit donc là de sa deuxième voie dans la cotation en escalade traditionnelle après Meltdown plus tôt cette année, ce qui le place sur la voie des plus grands noms de la discipline comme Carlo Traversi, James Pearson ou encore Jacopo Larcher. Il précise que pour y arriver, il aura eu besoin de 6 sessions, dont 4 pour enchaîner la voie en moulinette. Et toujours aux États-Unis, Melina Costanza enchaîne Eclipse SDS 8B bloc sur le site de Little Cottonwood Canyon. Après avoir créé la surprise générale au championnat du monde de bloc en terminant 3ème, on n'en finit plus de découvrir Melina Costanza. Après sa réalisation de The Mantra 8B+ en octobre dernier, elle s'offre une nouvelle belle croix avec Eclipse, toujours en compagnie de l'autre championne américaine Alex Johnson. Il s'agit là de sa 3ème réalisation dans le 8B et si la saison de Rocher est loin d'être terminée, elle explique déjà vouloir réaliser une grosse saison 2026 en Coupe du Monde alors que cette année lui avait été barrée à cause d'une blessure au tendon. Et on continue sur le site de Margalef en Espagne où Enrique Beltrán Blasco enchaîne Merojendo Imagen 9A+, et Gancho Perfecto 9A+, également. Le grimpeur espagnol de 25 ans n'avait jamais enchaîné de 9A+ avant cette semaine, et bien il en compte désormais 2 pour un total de 10 voies dans le 9e degré. En effet, juste après avoir enchaîné son projet de longue date Gancho Perfecto, Enrique aura immédiatement mis les mains dans Merojendo Imagen et trouvant les mouvements plus simples que prévu, s'y aura attelé sérieusement avant de la répéter 3 jours plus tard. Un pic de forme qu'il explique par un état mental exceptionnel et forcément on lui souhaite de le garder le plus longtemps possible. Et on termine encore en Espagne où Marine Tevnay enchaîne The Wild Wild West 8B block sur le site de la Pedriza. Encore une superbe croix pour Marine qui enrichit encore un palmarès exceptionnel comptant déjà plus de 130 blocs entre le 8A et le 8C. Maintenant elle doit mettre sa saison sur Rocher entre parenthèses le temps de travailler un petit peu avant de se retrouver un projet pour février, probablement du côté de Ticino en Suisse. Et voilà, cet épisode est maintenant terminé. Moi j'en profite pour vous dire que dans 2 semaines, exceptionnellement, il n'y aura pas d'épisode puisque je prends une semaine de petites vacances pour Noël. Alors je suis désolé, ça fait 2 fois 3 semaines d'écart, mais bon, la dernière c'était à cause de la suspension du compte Instagram, donc pas vraiment le choix. En tout cas, nous on se retrouve à la rentrée et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, commenter, vous abonner à la chaîne et moi je vous dis tchuss.